Bonjour Ilan et Chag Sameach. Bonjour, Chag Sameach. Merci d'être avec nous comme tous les lundis désormais dans cette émission. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. On revient ce lundi avec vous, Ilan Greisamer, sur l'arrestation hier des 2 derniers terroristes évadés de la prison de Gilboa. L'opération a été menée avec succès à Jenin, certains responsables s'étonnant même de la facilité avec laquelle les forces israéliennes ont interpellé les 2 hommes. Une affaire qui a néanmoins conduit à de profonds débats en Israël sur l'action, ou plutôt l'impéritie pour certains de l'administration pénitentiaire. Qu'en pensez-vous? Et est-ce une critique qui va encore plus loin pour s'étendre à d'autres administrations, Ilan Greisamer? Alors d'abord, oui, cette semaine, je dirais que l'attention des Israéliens s'est portée à cette affaire, disons, rocambolesque de l'évasion des 6 prisonniers palestiniens de la prison de Gilboa. Pourquoi? Parce que finalement, l'administration pénitentiaire, le Shabbat, comme on l'appelle en Israël, c'est comme l'armée, comme le Mossad, comme le Shin Bet, de ces institutions dont on pense qu'elles agissent avec une très grande habileté, une très grande intelligence, qu'elles sont formidables, etc. Or, là, l'administration pénitentiaire s'est révélée, disons-le franchement, en dessous de tout. On a découvert chaque jour une nouvelle bourde Et que les dans cette Israéliens prison. en ont été surpris, Ilan Greisamer? Oui, je dirais presque un peu amusé parce que quand même, quelquefois, on se demandait où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on est en Vous Israël. pensez à quoi, Mais par en exemple? même temps, ah ben, par exemple, le fait qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y avait dans la tour de guet, parce qu'il faut dire que ces évadés sont sortis de leur galerie devant la tour, devant le Mirador, la tour de guet de la prison, mais apparemment, on ne sait pas s'il y avait quelqu'un dedans ou s'il y avait une geôlière qui dormait au même moment. Ensuite, il y a cette galerie qui a été creusée pendant des mois, sans que personne n'ait pensé entrer peut-être voir chez les prisonniers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer? Bref, je dirais que en même temps, ça a un peu amusé, mais d'un autre côté, ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le fonctionnement d'institutions qui existent depuis la création de l'État d'Israël et dont on s'est toujours dit c'est merveilleux, il n'y a même rien à examiner ou à observer. Donc il y a eu cette question. Maintenant, ça s'est bien terminé parce que finalement, on n'a pas tué ces prisonniers évadés. Je suis de ceux qui pensent que ça aurait pu déclencher de très graves violences, heurts, soit dans la bande de Gaza, soit Parce qu'on a dans les suivi les mouvements de territoires. sympathie exprimés dans les rues gazaouis Ah oui, et en Judée-Samarie, absolument, côté palestinien. absolument une grande sympathie pour ceux qui sont considérés très largement en Cisjordanie ou à Gaza comme des héros qui ont réussi à tromper la surveillance de l'administration pénitentiaire israélienne. Donc il y a d'ailleurs toujours après, même après leur arrestation, une très grande sympathie des Palestiniens à leur égard. Et s'ils avaient été tués, je pense que ça aurait pu entraîner toute une escalade. Heureusement, et là-dessus, je pense que les forces de sécurité israéliennes ont été excellentes. Elles ont attendu que les 2 derniers prisonniers évadés soient à Jenin, dans un quartier, même un quartier qu'on pourrait qualifier de résidentiel, et pas dans un camp de réfugiés où immédiatement, probablement, il y aurait eu des heurts graves. Donc, ça s'est bien terminé, mais disons, pour résumer, que ça pose beaucoup de questions sur cette administration. Quel regard portez-vous sur la gestion, non pas seulement sécuritaire, mais politique de ce dossier? Bon, évidemment, dès le début, l'opposition, emmenée par Benjamin Netanyahou, a critiqué le gouvernement comme si cette bourde de l'administration pénitentiaire était à mettre en quelque sorte au débit du gouvernement Bennett.
Bon, disons que ça a fait long feu. Au bout de quelques temps, on s'est aperçu que finalement cette administration pénitentiaire existe depuis très longtemps. Ce n'est pas lié au gouvernement Bennett ou au gouvernement Netanyahou. Donc il y a eu une tentative un peu d'exploitation de l'opposition, mais ça n'a pas été très loin. L'opposition cherche évidemment tout le temps quoi reprocher au gouvernement Bennett? Est-ce que c'est la corona? Est-ce que c'est cette fuite des prisonniers ou autre chose? Mais pour l'instant, il faut remarquer que la cohésion de cette coalition continue à être assez claire. Le gouvernement est assez solide, contrairement à ce que beaucoup auraient pensé, et malgré les attaques de l'opposition. Alors, il faut souligner que ces terroristes avaient été précédemment libérés lors des accords avec le Hamas dans le cadre de la libération du soldat israélien Gilad Shalit, c'était en 2011. Le principe même de ces deals est mort et enterré, selon vous, Ilan Greisamer, au regard notamment de cette affaire Gilboa? Écoutez, il y a un gros problème là, parce que Israël a une responsabilité de faire revenir ces deux prisonniers, Avera Mengistu et un prisonnier bédouin israélien qui sont prisonniers à Gaza, et en même temps, et peut-être aussi, ce qui touche beaucoup de gens, les corps, ou ce qui reste des corps, des deux soldats qui ont été tués à l'époque et dont les corps ont été emportés par le Hamas. Or, le Hamas dit très clairement, oui, nous vous rendrons ces prisonniers et ces corps, mais contre la libération de prisonniers palestiniens qui C'est sont une monnaie dans les d'échange. prisons israéliennes. C'est une monnaie d'échange. Or, d'un autre côté, ça pose des problèmes même éthiques, dans la mesure où on voit bien que ces prisonniers qui se sont évadés, certains avaient été libérés lors du deal de l'affaire Shalit pour avoir le retour de Gilad Shalit, et ils ont immédiatement recommencé des actes de terrorisme et à tuer des Israéliens. Alors, est-ce qu'il vaut mieux les échanger et avoir quand même cette satisfaction de faire revenir ces prisonniers du Hamas, ou est-ce que c'est trop dangereux et il ne faut pas faire de deal avec le Hamas? C'est une grande question. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, puisque aussi bien à droite qu'à gauche, il y a des gens qui pensent d'une façon ou d'une autre, mais je dirais qu'à l'occasion de cette fuite des prisonniers, cette question a été clairement posée. Alors, il y a un deuxième sujet que nous allons balayer ensemble cet après-midi en votre compagnie, Ilan Greisamer. C'est évidemment la crise de la Covid-19, comment y échapper. Et cette décision de la FDA qui vous a interpellé, l'Agence américaine du médicament, recommande en effet l'injection d'une troisième dose de vaccin, la fameuse dose dite booster pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes présentant un risque élevé de développer une forme grave de la maladie. Mais, et c'est important, la FDA s'oppose à une plus large campagne de troisième dose pour les autres publics. C'est clairement en discordance avec le choix sanitaire israélien d'injecter une dose dite booster à tous les plus de 12 ans, Ilan. Oui, alors, ça c'est aussi une grande question qui nous a occupé cette semaine, la semaine de Kippour. Pourquoi? Parce que Israël, il faut bien le dire, et il faut que vos auditeurs le sachent, est en avance, c'est-à-dire c'est un modèle. Israël fait des choses, d'ailleurs pas seulement en médecine, mais dans le high-tech et dans d'autres domaines qui sont très en avance de ce qui se fait ailleurs. Et il est certain que les Américains ont observé l'expérience israélienne et que nous devons observer cette expérience israélienne. D'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que l'exemple israélien montre très bien l'importance du vaccin contre le Covid, à tous ceux qui en doutaient. Regardez aujourd'hui, vous citiez les chiffres des malades graves, des malades en réanimation en Israël, ils sont quasiment tous des non-vaccinés. Quasiment tous. Il n'y a pas pratiquement par exemple, il y a 2-3 personnes qui ont eu la troisième dose qui sont tombées malades, mais sur les chiffres
de Les plus de chiffres ne mentent pas 700 pour malades. reprendre une campagne Non, les chiffres française ne en mentent cours. pas. Donc, je crois que l'exemple israélien devrait prouver à ceux qui en doutent encore que le vaccin marche. Maintenant, il y avait une autre question. Israël, et tout spécifiquement Bennett, le Premier ministre israélien, ont été à fond dans cette histoire de booster, dans le fait de donner au maximum de gens une troisième dose qui donnerait et qui donne beaucoup plus d'anticorps. Israël est très en avance sur les autres là-dessus et ça a interpellé aussi les Américains. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il faut donner cette troisième dose au maximum de gens? Alors, je ne crois pas que la décision américaine soit franchement contradictoire à Israël. On reconnaît l'importance de la troisième dose, mais dans une situation qui est sensiblement différente de celle d'Israël, qui est un tout petit pays, qui a commencé très tôt les vaccins, les Américains, le FDA, a décidé de ne donner la troisième dose que pour l'instant, qu'aux plus de 65 ans et au personnel soignant. Ce n'est pas très différent. Nous la donnons à tous. Les Américains ont décidé de le restreindre. En ce qui me concerne, je dirais que je comprends très bien la décision israélienne et je comprends très bien la décision américaine. Ce sont des pays différents, des contextes différents. Et en ce qui concerne la troisième dose, je dirais à vos auditeurs que nous sommes tous vaccinés de la troisième dose et ça donne une certaine sécurité quand nous allons à des mariages, des bar mitzvahs ou à des spectacles. Vous avez d'ailleurs certainement noté, Ilan Greisamer, ce que je disais tout à l'heure dans le journal, que les laboratoires Pfizer et BioNTech avaient annoncé aujourd'hui que leur vaccin était sûr pour les enfants de 5 à 11 ans. Est-ce que vous pensez que le débat va être au milieu de l'actualité israélienne, au centre de l'actualité israélienne dans les prochains jours et les prochaines semaines? Non, je crois qu'Israël va aller dans cette direction. Encore une fois, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à Israël et à la société israélienne. Et c'est le cas ici, Il y a, évidemment, sur cette antenne. j'imagine. C'est vrai qu'Israël n'a pas peur de s'engager dans des expériences scientifiques et d'aller de l'avant, même quand ça n'est pas entièrement établi et prouvé. Je crois que c'est un trait de caractère des Israéliens et de la société israélienne. Ça ne m'étonne pas du tout que pour la troisième dose, nous soyons bien en avance par rapport aux autres. Je comprends aussi une chose chez les critiques du vaccin, c'est que toutes ces notifications comme celles que vous avez données sont données par les laboratoires eux-mêmes, par les équipes de recherche des laboratoires. Alors là, il y a un petit problème. On peut donc accuser de partialité. Disons que quand quelque chose vous est indiqué par le CNRS ou par des chercheurs indépendants ou par l'Institut Pasteur peut-être, vous vous dites c'est objectif. Quand c'est la société commerciale qui vous dit c'est très bien, prenez-le, etc., je comprends qu'il y ait des gens qui disent bon, je voudrais moi aussi avoir la preuve établie par des laboratoires indépendants. Mais ça ne change rien à la réalité que ce vaccin marche et que on voit très bien en Israël que ceux qui n'ont pas été vaccinés pour une raison ou pour une autre ont de très fortes chances de tomber malades par rapport aux autres. Il nous reste une grosse minute ensemble, Ilan Greisamer. Dernier Oui. dossier que je voudrais aborder avec vous, c'est cette vidéo qui a beaucoup été commentée ce week-end en Israël. On y voit Benjamin Netanyahou se moquer du petit somme de Joe Biden lors de sa rencontre avec Naftali Bennett. C'était à la fin du mois d'août dernier. J'ai entendu, explique Benjamin Netanyahou, que Biden avait été très attentif pendant l'entrevue, a déclaré évidemment ironique l'ancien Premier ministre. Une vidéo qui a contraint le Likoud, face aux critiques, à publier un communiqué pour un peu expliquer ou justifier cette sortie étonnante peut-être de Benjamin Netanyahou. Alors, vous dites que c'était une sortie étonnante, c'était une sortie assez stupide, il faut dire. Premièrement, et je crois avant tout, et je ne pense pas que c'était l'intention de Netanyahou, c'est assez insultant à l'égard de Joe Biden
de lui faire remarquer qu'il s'est endormi pendant qu'il recevait le Premier ministre israélien. D'abord, juste là-dessus, c'était stupide. Imaginons que Netanyahou revienne aux affaires et soit à nouveau Premier ministre. Il va rencontrer Joe Biden, dont il a rigolé. Du café, peut-être. Comment? Ah oui, d'accord. Mais il faut surtout, je pense que Netanyahou est persuadé que ce gouvernement va tomber et qu'il va revenir aux affaires très vite. Je crois qu'il aurait dû être plus prudent. C'est vrai qu'il y a une vidéo où Joe Biden baisse la tête et on ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais premièrement, il n'est pas sûr qu'il se soit endormi. J'ai vu, comme vous, certainement cette vidéo. Et d'autre part, je crois encore une fois que si ça a été vrai, ça ne prouve rien. Ce que Netanyahou voulait dire, c'est que regardez, quand j'étais avec Trump et que nous nous embrassions et qu'il me faisait du kavod, etc., regardez ce qui se passe quand Biden s'endort. Je crois que je crois que Netanyahou a fait d'autres coups plus réussis que celui-là. C'est sur cela qu'on va terminer cet échange. Merci beaucoup, Ilan Greisamer. Votre semaine politique israélienne est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Il me reste à vous souhaiter Chag Sameach, Chag Sukkot Sameach. Chag Sameach, Chag Sameach de Jérusalem qui est couverte de Sukkot partout, dans ma rue, tout autour. Chag Sameach à tous. Merci, Chag Sameach.